Et bonsoir et bienvenue à la tanière des Tanuki Rollistes. Et ce soir, je vous propose de découvrir notre setting, notre cadre de jeu pour notre campagne du Trône de Fer qui va bientôt apparaître sur la chaîne et que je joue en compagnie de 3 joueurs, Aliat, Aetheria et Kirdian. Alors, pour ce setting, qui est un peu particulier car nous avons pris les règles du jeu du Trône de Fer avec la création de maisons. Donc mes joueurs ont eu le choix, l'opportunité de créer leur propre maison, ainsi que beaucoup de lore qui va aller avec. Et je vais donc vous le présenter pour vous aider à vous immerger dans cette campagne. Alors je m'excuse d'avance, en fait c'est la deuxième saison que l'on joue. Nous n'avons pas eu l'idée d'enregistrer la première saison, malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, Aetheria a fait une formidable petite vidéo résumée de la saison 1 que je publierai dans la foulée de cette vidéo. Et la saison 2 que nous sommes en train actuellement de jouer, Aventurier sur 2, malheureusement, étant donné que je tâtonnais encore avec OBS, j'ai loupé les 2 premiers épisodes au niveau enregistrement, mais je vais quand même vous donner la suite. Et du coup, forcément, cette petite vidéo est là pour faire une mise en contexte afin que vous ne soyez pas perdus et que vous pouvez profiter de nos parties sans trop être perdu dans l'histoire. Alors, notre campagne s'appelle Les Chroniques de la Maison Stormstag. C'est la maison qu'a décidé d'incarner les joueurs, la maison Stormstag. Cette maison se situe au niveau temporel. On va d'abord parler au niveau temporel. Nous avons commencé à jouer en 210 après la conquête d'Aegon Targaryen. Et nous sommes actuellement en 220. On a fait une petite ellipse temporelle de 10 ans entre la saison 1 et la saison 2. Alors, ce qu'il faut savoir à cette époque-là, au niveau de la maison royale Targaryen, qui gouverne depuis la conquête d'Aegon, en 209, malheureusement, le sire d'Aéron II est mort. Je vous le mets là, il apparaît, côté des terres de la couronne. Il est mort en 209 à cause d'une épidémie qu'on appelle le fléau du printemps, une sorte de grosse grippe qui a ravagé tout Westeros, emportant bon nombre de personnes, que ce soit des nobles ou de simples paysans, et malheureusement, le roi et 2 de ses fils, ou petits-fils de mémoire. À cela, en 210, a succédé à son père Aerys Ier, qui est donc actuellement le roi en cours sur notre campagne. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce brave Aerys? Il est assez bien vu dans l'histoire du Trône de Fer, même s'il semblait être mal préparé à la charge de la royauté. Il nomma main du roi son oncle bâtard Brayden River, un personnage assez important dans la licence du Trône de Fer. Et voilà, ça reste un assez bon roi qui a régné une douzaine d'années, qui a connu malheureusement les deuxième et troisième rébellions Feu Noir, donc des rébellions Feu Noir qui ont commencé à apparaître, la première pendant le règne justement de son père, d'Aéron II. Les Feux Noirs en fait sont une branche bâtarde des Targaryens qui ont déménagé vers Essos, qui ont migré, parti en exil vers Essos plus précisément, à cause justement du fait que ce soit une lignée bâtarde des Targaryens, mais cela est assez compliqué, on l'esquive juste, mais ne nous attardons pas là, car mes joueurs ne font pas partie de la maison Targaryen, non. Ils ont décidé de servir un seigneur. Ce seigneur, c'est Lionel Baratheon de la maison Baratheon. Lionel Baratheon est un personnage qui n'apparaît pas trop dans la saga du Trône du Fer, à part dans la série de romans Le Chevalier Errant. Ce que l'on sait de Lionel Baratheon, il est surnommé l'Orage Moqueur. Il était le seigneur de la maison Baratheon d'Accalmie sous le règne d'Aegon V Targaryen et probablement sous le règne de Maégar Ier et d'Aerys Ier. Il fut l'un des plus grands combattants de son époque
et on lui donna le surnom d'Orage Moqueur, car il avait pour habitude de se jeter dans la bataille en poussant des éclats de rire tonitruants qui déconcertaient passablement ses adversaires. Donc un homme assez... voilà, un bon baratéon comme on les aime bien, fort, qui a du charisme, une grande gueule, un bon baratéon. Et donc, la maison Stormstag, qui est jouée par mes joueurs, est une maison vassale des Baratheons, des Bannerets. Et pour particularité, au niveau des terres de l'orage, donc hop, je vous montre. Voilà, les terres de l'orage, c'est une petite zone sur la carte. Avec Akalmi, la capitale, siège des Baratheons ancestral. Eh bien, mes joueurs ont décidé de se retrouver dans cette zone-là. Des terres de l'orage que l'on appelle Bois la Pluie. Bois la Pluie, alors il faut savoir que sur les terres de l'orage, il y a deux grandes forêts. Celle que vous connaissez sûrement si vous connaissez la saga littéraire, c'est le Bois du Roi, qui a une frontière avec les terres de la couronne, d'où le nom de Bois du Roi, mais on connaît moins ce Bois la Pluie. Et je vais vous amener sur la carte de Bois la Pluie que nous avons réalisée avec nos joueurs et les différentes maisons qui la composent. Petit poil. Tac. Alors, ce que l'on sait grâce à J.J.R. Martin sur Bois la Pluie. Alors nous avons quelques petites informations. Bois la Pluie est une zone boisée des terres de l'orage, recouvrant le cap de Lyre au sud de la baie des Naufrageurs. Le Bois la Pluie est un enchevêtrement de verdure moite, riche en essences rares. Le bois est célèbre pour sa pluie, son silence, sa faune à riche fourrure, son bois et l'arbre qu'on y trouve. Au niveau de la description un peu plus précise de Bois la Pluie, on trouve dans le Bois la Pluie de vieux chênes, d'immenses rubecs, des vigiers et des pins plantons, d'énormes saules, des tsukas, des cèdres rouges, des érables aux larges feuilles, et même ça et là, des barrales sauvages. Sur leurs ramures entremêlées, des herbes, des fleurs et des champignons croisent abondamment, notamment des fougères épais, des fougères femelles, des campanules et bien d'autres plantes. Le Bois la Pluie est parcouru de grottes anciennes. Les tempêtes automnales remontent parfois de la mer d'été jusqu'à Akalmi en passant par Bois la Pluie. Au niveau de sa géographie, Bois la Pluie couvre la partie septentrionale du cap de Lyre et les côtes de la baie des Naufrageurs au nord. À l'ouest se trouvent les marches de Dorne. Castelpluie, qui est là-haut, la demeure des Walles, est située à l'est du bois, et Bosquebrune, la maison des Mertines, est au sud. On prétend que les chevaliers et seigneurs de Bois la Pluie ont des racines aussi profondes que leurs arbres. Ils sont fermes, robustes, têtus et inflexibles. Les châteaux de la région semblent être sortis de terre plutôt que bâtis. Cette région est assez riche en histoire. Martin nous a donné quelques informations. Alors, avec le Bois du Roi, le Bois la Pluie est le dernier vestige d'une forêt primaire qui s'étendait donc du cap de Lyre au cap Kraken. C'était une des forêts préférées des enfants de la forêt, d'après les contes. Lorsque les premiers hommes s'établirent dans la forêt, les enfants leur auraient fait bon accueil et, dans un premier temps, leurs rapports sont pacifiques. Les premiers hommes s'installant sous les arbres ou au bord des ruisseaux. Rapidement, ils pratiquent la chasse, tannant les peaux des bêtes et abattant des arbres pour leur bois et leurs essences rares. Cette exploitation de la forêt déclenche un conflit avec les enfants de la forêt, qui ne se conclut qu'avec le pacte de l'Île-aux-Faces, qui répartit les territoires entre les deux peuples. D'après les légendes de l'âge des héros, le fondateur de la maison Durandon, ceux qui étaient là avant les Baratheons, sous l'égide du roi Durand, dieu d'œil, se serait emparé de Bois la Pluie. Son fils Durand le Dévot aurait ensuite rendu aux enfants de la forêt les terres prises par son père. Mais, un siècle plus tard, le bois est à nouveau conquis par Durand Hache de Bronze. Sous le règne du roi Ier Durandon, les rois de l'orage perdit le contrôle de la forêt au profit des enfants de la forêt, pendant une génération. Et surtout au profit d'une sorcière des bois, connue sous le nom de la Reine Verte. Les légendes racontent que des enfants de la forêt peuplaient encore
Bois-la-Pluie lors des invasions andales. Le roi de l'orage, Durand 21 Durandon, les fit chercher pour l'aider dans ses luttes contre les Andales. Ils formèrent l'alliance du Baral, qui pendant un temps mit les Andales en déroute. Avec les siècles, toutefois, l'alliance s'effrita, les Durandons se lièrent aux Andals et les enfants de la forêt disparurent totalement des terres de l'orage. Au niveau de la chronologie, après la conquête d'Aegor, nous n'avons que 2 dates dans l'histoire de Bois-la-Pluie. En l'an 8, pendant la première guerre dornienne, les Dornières attaquent le cap de Lyre et brûlent la moitié de Bois-la-Pluie. Et plus récemment, on va dire, en l'an 270, le roi des 7 couronnes, Aerys de Targaryen, promet à la princesse de Dorne de faire fleurir le désert en creusant un canal souterrain depuis le Bois-la-Pluie jusqu'à Dorne. Alors, étonnamment, le projet n'aboutira pas. Donc, voilà un petit peu pour l'histoire de cette région. Avec mes joueurs, on a bien aimé l'idée d'une région très forestière, très ancienne, où on peut avoir le terreau pour apporter un petit peu plus de fantastique. Game of Thrones, même si c'est un peu ce qu'on appelle de la low fantasy, il n'y a pas beaucoup de créatures surnaturelles, eh bien il y a toujours un petit peu quelques parcelles. Et justement, Bois-la-Pluie, étant donné que c'est très lié aux enfants de la forêt, aux paras, à cette sorcière connue sous le nom de la Reine Verte qui domina jadis la forêt, eh bien ça nous donne un petit héros fertile pour amener quelques éléments de, on va dire, surnaturel, entre guillemets. Voilà un peu donc le cadre de jeu sur lequel nous jouons. Cette petite partie de Westeros, où les joueurs et moi jouons de manière locale pour l'instant, sans jamais trop quitter la province de Bois-la-Pluie. C'est pour cela que nous l'avons un peu plus détaillé au niveau de cette carte que vous voyez à l'écran, avec les différentes maisons. Concernant ces maisons, alors, la majorité existe bel et bien dans les écrits de J.J.R. Martin. Néanmoins, il y a forcément la maison de mes joueurs que nous avons créée par nous-mêmes. Donc il se trouve ici, la maison Stormstag, qui couvre ce grand territoire à l'intérieur de Bois-la-Pluie, et qui a pour chef-lieu le Château Vert, qui est ici. Nous sommes permis, du moins je me suis permis en tant que maître du jeu, de leur créer une maison rivale, qui elle aussi est une création originale qui n'apparaît pas du tout dans le Trône de Fer, il n'y a aucun livre relié à la saga, et qui s'appelle donc la famille Ironboard, pour symbole du sanglier, hein, et qui sont donc voisines et qui disposent aussi d'un large territoire de Bois-la-Pluie. Dans notre campagne, Stormstag et Ironboard sont depuis des années et des années en conflit ouvert, qui a beaucoup exaspéré les Baratheons, jusqu'à ce que Lionel Baratheon décide d'un mariage entre les deux familles pour calmer les tensions. Le mariage a eu lieu, mais bon, bien entendu, nous sommes dans le Trône de Fer, les rancunes, les rancœurs sont toujours présentes dans les cœurs. Rythme. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir un petit peu les autres familles, juste les survoler. Nous avons au nord la famille Cunnington. Les Cunnington sont assez connus pour ceux qui apprécient la saga littéraire, car durant les événements du Trône de Fer, on retrouve des Cunnington dans l'histoire. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui n'ont jamais lu les livres, à savoir que l'arc narratif des Cunnington dans les livres n'apparaît pas du tout dans la série télévisée. C'est pour ça que je vous conseillerais toujours de lire les livres pour compléter une expérience telle que la série télé. Leur chef-lieu s'appelle la Griffonnière. Je vous montrerai après, je vais vous montrer d'ailleurs maintenant la Griffonnière. Telle que moi je l'imagine, nous avons quelques informations parcellaires de la part de Martine, mais j'ai dû beaucoup compléter avec ma propre imagination un petit peu ce setting de jeu. Je m'amène sur la Griffonnière. Voilà cette citadelle. Et bien justement, je vais vous parler un petit peu de la famille Cunnington, qui est actuellement dirigée par Patrick Cunnington, et
qui a épousé Amber Connington et qui ont pour enfants 2 filles, Emma et Anita. Voilà. Ce que je vous propose, on va revenir sur la carte de Bois la Pluie. On va pas trop rentrer en fait dans le détail dans les différentes maisons, on va quand même plutôt se concentrer sur nos joueurs. C'est le plus principal. Du coup, je vais vous présenter quand même le cœur de notre campagne, la maison Stormstag. Donc la maison Stormstag, elle vit à Château Vert, une grande bâtisse, un assez beau château. Bon, c'est pas non plus un grand château, c'est pas Winterfell, ni Accalmie, qui se situe au beau milieu de Bois la Pluie. C'est une famille assez importante. Hop. D'après les légendes, le fondateur de la maison était un chevalier que les légendes ont surnommé le chevalier de Sinople. Tout bon fan de Warhammer Fantasy et de la Bretonnie reconnaîtra la petite allusion à un des personnages clés de cette faction du jeu de figurines. Au moment où nous avons commencé la campagne en 210, il y a eu pas le leader, mais le suzerain de la maison était le grand-père de nos personnages, Argilac Stormstag. Un homme qui a eu un passé assez glorieux, oui, quand même, voilà. C'est bien vu par les Baratheons, et qui malheureusement est tombé gravement malade depuis plusieurs années à cause d'une grosse quinte de toux qui l'handicapait. Et il a donc donné le pouvoir à son fils aîné. Je sais pas si j'ai quelques tokens. Donc, Rogar Stormstag. Il a donc eu 2 autres enfants. Garon Stormstag et sa seule fille Jocelyn, qui porte actuellement le nom de Ironborn, car c'est justement elle que le seigneur Baratheon, comme je vous disais précédemment, pour calmer les tensions entre la famille Stormstag et la maison rivale des Ironborn, mariage a eu entre un des fils Ironborn et du coup Jocelyn, la fille d'Argilac Stormstag. Donc, de son côté, le père de nos héros, Rogar, ah oui, j'oubliais bien sûr un personnage important, Tyrag. Tyrag Storm, et oui, comme vous vous en doutez, Storm, c'est le nom d'un bâtard. Argilac a justement eu un fils bâtard, Tyrag, qui du coup s'est vu confier néanmoins. Il a été reconnu par son père comme bâtard, et celui-ci, pour quand même voilà, tenir son fils quand même en assez bonne estime, il lui avait confié le rôle de maître d'écurie de la maison Stormstag. Ce qui fait que quand même Tyrag, malgré son statut de bâtard, a une assez bonne position dans la famille. De son côté, Rogar, donc l'aîné qui est devenu chef de la famille, à cause de la maladie de son père, a eu l'honneur d'épouser Floris Baratheon. Donc, fille, une nièce de Lionel Baratheon. Ce n'est pas la fille, une nièce Baratheon. Ensemble, ils ont eu plusieurs enfants. Et justement, c'est là, hop là, je me perds. C'est là où nous allons découvrir nos joueurs. Alors, montrer à quoi ils ressemblaient quand ils étaient des enfants, c'est un peu plus intéressant. Alors, les premiers à être nés, car il y a eu un lot de 2, c'est 2 jumeaux, c'est Arlene et sa sœur Aisling. Donc, jumeaux, Arlene est née quelques secondes avant Aisling. Et le troisième, c'est Rogan. Le plus jeune, qui a de mémoire, Rogan a 4 ans d'écart avec les 2 jumeaux. Et il y a... alors, ceux-là, ces 3-là, sont les enfants légitimes de Rogar Stormstag et de sa femme Floris Baratheon. Mais vous voyez, il y a un 4e jeune homme. Rick Storm. Et oui, lui aussi c'est un bâtard.
car tout comme son père avant lui, hein, comme ce brave Argilac, Rogar a eu son propre bâtard, le petit Rick. Il a eu avec une servante de la maison, une certaine Caprice. Caprice que vous voyez là. Caprice qui est ici, qui est une chevrière, qui est laitière aussi, qui fait du fromage de chèvre notamment, et qui a toujours été un peu la nourrice des enfants Stormstag. Floris a une santé assez fragile. C'est cette brave Caprice qui a pris soin des enfants, les a allaités, notamment Rogan. Et, ah bon, il est vrai que cette brave Caprice a le chic pour réchauffer le lit des hommes de la famille Stormstag. Elle a des fois réchauffé le lit de Argilac, le lit de Rogar, d'où justement la naissance de Rick. Et elle a tenté Garon, deuxième fils Stormstag, mais bon, celui-ci préfère les hommes, pas de soi. Caprice ne l'intéresse en guerre. Au cours de cette saison 1, les 3 joueurs qui incarnent donc Arlene pour Aliat, Ashlyn pour Altarian et Rogan pour Kirlian ont vécu quelques aventures, notamment en 210, une épreuve très dure à cause de l'épidémie du fléau du printemps qui avait emporté le roi d'Aéron II Targaryen. L'épidémie a aussi emporté leur mère, Floris, qui est décédée. Hop, au revoir maman. Ils ont dû se remettre de la perte de leur mère pendant cette année qui a été assez dure pour eux. Et ça a été que le début des événements qui nous amènent de nos plongeons. Ils ont vécu un bal des prétendants au sein de la forteresse d'Accalmie, organisé par les Baratheons afin de trouver de futurs époux et épouses les uns pour les autres. Cela, j'y reviendrai pour vous dire avec quelle maison Arlene, Ashlyn et Rogan ont noué des liens de mariage. Et le gros twist final de la saison 1 a été quand ils sont rentrés d'Accalmie. Ils ont appris que leur grand-père, Argilac, était décédé. Il s'était éteint à cause de sa maladie. Chose encore plus étonnante, sur son lit de mort, il a rendu officiel son bâtard Terak, donc l'oncle d'Arlene et Ashlyn et Rogan. Donc Terag Storm est devenu officiellement Terag Stormstag. Il a été reconnu comme fils légitime d'Argilac, ce qui a forcément causé des tensions. Car bien qu'il était bâtard, Terag était en réalité le premier fils né d'Argilac, Rogar n'étant que le deuxième, mais étant le premier fils légitime. Mais étant donné que Terag maintenant est légitimé, eh bien Rogar n'est que deuxième. C'est un peu compliqué les histoires de succession, j'espère que vous arrivez à me suivre. Terag, étant donné qu'il a été légitimé, a voulu prétendre au trône qui lui revenait, à savoir le siège de la maison Stormstag, face à son frère Rogar. Petite... ça s'est assez mal passé pendant un tournoi qu'on a appelé le tournoi écarlate, où Terag a mis en avant ses prétentions à la maison Stormstag. Il a fomenté une sorte de coup d'état avec quelques maisons alliées, dont la maison rivale des Ironboard, la maison Cullington et la maison Boulin, pour renverser Rogar et prendre la tête de la maison. Alors, ce que les joueurs ont découvert aussi, c'était que Caprice, cette brave laitière qui les a nourris étant enfants, était en réalité l'amante secrète de Terag. Et son fils bâtard, Rick, n'était pas en réalité le fils bâtard de Rogar, mais le fils caché de Terag. Et que des mensonges, que de mensonges. En même temps, ils sont tous roux dans la famille, donc pour Caprice, c'était facile de faire passer Rick pour un fils de Rogar. Rick est en réalité le fils de Terag et de Caprice.
Ce qu'ils ont encore plus découvert, c'est que Caprice ne cachait pas ce petit secret. Cette chère chevrière était en réalité celle à l'origine de la maladie d'Argilac-Stormstag. En effet, Caprice avait depuis des années l'habitude, en plus de réchauffer les draps du grand-père et du père, l'habitude d'apporter à Argilac son petit verre de lait de chèvre le matin. Petit lait de chèvre qui était empoisonné et petit à petit, c'est comme ça qu'Argilac a développé sa maladie, cette grosse toux qui l'emporta. Et hop, il est mort, Argilac, on le supprime. Tout cela donc mené au fait que Thérac décide, avec Caprice, de fomenter ce coup d'état, une fois Argilac mort, pour éliminer le reste de sa fratrie. Au cours d'un tournoi, que l'on a appelé donc le tournoi écarlate, il est mort durant cet épisode, son rival, donc son frère, Rogar, ainsi que son autre frère, Garonne, qui a fait un petit nettoyage assez efficace dans la maison de Stormstag durant ce coup d'état. Jocelyn, sa sœur, étant, elle, mariée avec les Ironborn alliés de Thérac pour ce coup d'état, elle a survécu. Forcément, nos trois joueurs, Arlene, Ashley et Rogan, face à ces événements, ont dû fuir. Pour ne pas que leur oncle les fasse trépasser eux aussi. Et ça a été la fin de notre première saison, alors que Arlene, Ashley et Rogan partaient chacun de leur côté dans les familles avec qui ils avaient noué des liens durant le bal des prétendants. Et qui, 10 ans se passent. Maintenant, voici leur nouveau portrait. Je les remets par-dessus. Donc voilà la situation dans laquelle nous étions à la fin de cette saison 1. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la maison Stormstag avait plein de petits secrets de famille avec des frères bâtards, des fils bâtards qui n'étaient pas réellement des bâtards. C'est tout bien compliqué. Une laitière, une chevrière peu diabolique et empoisonneuse sur les bords. Et l'oncle bâtard a fait son coup d'état, supprimé tous les autres membres de la famille et forcé les joueurs à fuir leur terre. Et donc nous allons nous retrouver 10 ans plus tard, à Bois-la-Pluie, en 220, après la conquête d'Aegon. Je vous propose de voir où en sont à ce moment-là Arlene, Ashley et Rogan, et dans quelle maison ils ont trouvé refuge à Bois-la-Pluie. Bien, je vous propose, nous allons commencer par l'aîné, par Arlene. Qui, lui, Arlene, c'est lié avec la famille Mertine, qui vit à Bosquebrume. On sait peu de choses au niveau des écrits de J.R. Martin sur la famille Mertine, à part deux éléments que l'on a intégrés. Donc, que leur fief s'appelle Bosquebrume, et que un des membres s'appelle Michael. Et je vais vous présenter un peu la maison Mertine. Alors, la maison Mertine se compose du seigneur actuel, Sir Davon Mertine. Ce que l'on peut vous dire sur lui, c'est que depuis quelques années déjà, Davon s'est isolé dans une tour du château, refusant toute visite hormis quelques serviteurs triés sur le volet. Pour une bonne raison, il est souffrant. Peu sont au courant de quel genre de maladie il est victime, et ceux dans la confidence savent que Davon a attrapé la grisécaille, cette sorte de lèpre typique de Westeros et d'Essos. Davon s'est donc isolé pour ne pas contaminer son entourage, attendant que la grisécaille finisse de dévorer son corps et qu'il trépasse. Néanmoins, il garde encore les rênes de sa maison. Néanmoins, il peut compter sur sa sœur Miranda Mertine, qui est une courtisane que l'on peut retrouver à la cour des Baratheon, comme dame de la cour. Et Miranda est à l'origine d'une des particularités de la maison Mertine, à savoir ce qu'ils surnomment eux-mêmes la cour des hiboux, petite référence cachée à Batman,
La cour des hiboux, c'est la force de la maison Mertine. C'est un réseau de courtisans et d'espions à travers les cours locales, comme celle des Baratheons, mais aussi à la cour royale. Et le représentant de la maison Mertine à la cour royale est justement un des fils de Davon. C'est Michael Mertine, surnommé la Chouette Blanche. Il est un des rares membres de la maison Mertine à être présent dans les écrits de J.J.R. Martin. De ce que l'on sait, donc Michael Mertin a ce surnom de la Chouette Blanche à cause de son armure. Et il est garde royal de Aerys Ier et de son père avant lui, d'Aéron II. Ce qui fait que la maison Mertine a quand même un pied chez la cour royale Targaryen, ce qui n'est pas rien grâce à Michael. Et malheureusement, comme vous savez, en tant que garde royal, il fait preuve de célibat et de chasteté, et il n'a pas de descendance. Heureusement, Davon a une fille, Aurore. C'est elle qui va nous intéresser, car Aurore a été unie à Arlène. Et c'est donc ici que nous retrouvons Arlène 10 ans plus tard avec sa dame Aurore, à qui il est marié, une vie assez calme, où Arlène peut aider à gérer Bosque Brume et les terres de la maison Merty. Et ensemble, ils ont une fille, Floris, une jeune rouquine. Les Stormstag, c'était une volonté des joueurs de jouer des rouquins. Et forcément, les jeunes roux sont très forts. Voilà un peu pour la situation pour Arlène. Il aide à gérer la maison Mertine, tandis que Davon est de plus en plus rongé par la grise écaille, que son fils est donc à Port-Réal comme garde royal, et que donc, la sœur de Davon est à la cour Baratheon. Donc c'est une maison Mertine qui a quand même beaucoup d'influence, un peu leur spécificité dans notre setting. C'est la maison qui a de l'influence, qui a une sorte de fameuse cour des hiboux, qui est un peu un réseau d'espions à travers Bois-la-Pluie et des seigneurs importants de la région. Passons maintenant à la sœur jumelle de Arlène. Passons à Aisling, interprétée par Aetheria. Alors, il faut savoir que Aisling, qui est forcément une rouquine, comme tous les Stormstag, a une petite particularité assez difficile des fois à jouer un roleplay, et ma joueuse Aetheria ne pourra pas dire le contraire, c'est que elle a eu, il me semble c'était à ses 7 ans, un accident avec un chien qui l'a mordu du visage, et Aisling a perdu la vue. Elle est aveugle depuis. Et c'est un handicap qui, des fois, en roleplay, en tant que maître du jeu, était assez difficile à se souvenir, surtout quand on essaye de décrire des scènes. Néanmoins, Aisling, elle, a rejoint la maison Hearthstone, qui a pour emblème le coq. Alors, la particularité de la maison Hearthstone, c'est une maison assez riche, qui a des relations commerciales avec Dorne. Alors, il faut savoir que Baratheon et Dorne et les Dorniens ont jamais eu de bonnes ententes, et c'est vrai que du coup Davos, grâce à son aspect commercial négociant, a réussi est un des seuls seigneurs des terres de l'orage à avoir des bons rapports avec les Dorniens et à faire régulièrement du commerce. D'ailleurs, je vous remontre sur la carte où se situent leurs terres. Donc les Hearthstone sont au sud de Bois-la-Pluie, au niveau du cap qui donne, au niveau du golfe qui donne après en dessous, il faut s'imaginer qu'il y a Dorne. Donc les Hearthstone sont ceux qui sont le plus axés facilement à Dorne. Donc c'est une famille qui fait du commerce, qui est très riche et pas très guerrière. Fait le seigneur actuel, Sir Davos, est plutôt un courtisan qui adore tout ce qui est commerce et quelques petites intrigues aussi politiques. Il est très doué pour ça. Et il a des enfants. Donc son fils héritier, Preston Hearthstone, est donc celui qui a épousé Aisling. Il a aussi 3 filles, Pauline, Dorine et Aline Hearthstone, que Aisling adore surnommer les 3 dindes. En effet, elle ne supporte pas ses 3 belles sœurs, qui elles aussi le lui rendent bien car elles ne peuvent pas s'empêcher de caqueter sur Aisling, se moquant
de sa cécité et de sa rouquemoutitude. Preston et Ashley ont une histoire un peu particulière en tant qu'époux. Car en effet, Ashley s'est rendu assez vite compte que Preston n'appréciait pas trop les charmes féminins, qu'il était plutôt porté sur les jeunes et beaux dorniens au sang chaud. Néanmoins, Preston, pour faire honneur à sa famille, bien voulu subir, dirons-nous, les affres du couchage avec Ashley pour au moins lui donner un héritier, le petit Geston Airston. Un petit blondinet. Il a hérité de son père. Cela, on ne peut pas se nier. Mais c'est vrai que Preston, hormis ce sens du devoir et du sacrifice peut-être à ses yeux, il faut faire quand même son amant dornier. Ashley, voyant que son mari n'était pas très disposé à faire des parties de Scrabble tous les soirs avec elle, et elle aussi décidé de prendre un amant, Bart le palefrenier. De ses relations secrètes avec le palefrenier, elle a eu des jumelles, Liliana et Meliana, qui ont été rouquines comme leur mère, et afin de pas qu'elles soient traitées comme des bâtards, Ashley a truandé sa famille pour faire croire que Liliana et Meliana étaient les filles de Preston. Car vous imaginez bien que si Sir Davos apprend que sa belle-fille a eu des enfants illégitimes avec le palefrenier, jumelle comme mère serait mis dehors à coups de pied au cul du château. Preston est au courant, il n'est pas idiot, il sait très bien que il n'a couché qu'une seule fois avec Ashley, que ça a donné Geston, donc forcément qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte de 2 jumelles. Forcément, il se dit, à moins que je sois somnambule, c'est pas les miens. Et en effet, il a bien raison. Mais néanmoins, Preston et Ashley sont de connivence et gardent le secret. Voilà un peu pour la famille Airston où Ashley essaye de faire sa place avec un beau-père et des belles-sœurs pas très sympathiques, mais néanmoins, elle sait qu'elle peut compter sur son mari, mais aussi sur l'amour secret qu'elle a avec le palefrenier. Alors, il est vrai qu'Ashley est peut-être un peu plus dévergondée que Harlenne, mais ce n'est pas la plus dévergondée de la famille Stormstag, car nous allons parler du dernier, de Rogan, incarné par Círdan. Alors, il a une histoire, Círdan, Rogan, un peu plus compliquée. Lui, il a décidé d'avoir des mariages avec la maison Wild. De ce que les joueurs savent sur la maison Wild. Alors, à l'époque, quand ils ont connu, il y avait le seigneur des Wild, était Sir Criston Wild, que vous voyez ici, qui a 2 frères, Angus, un stratège, et Denis Wild, qui gère la flotte de navires de guerre de la famille et qui a une petite réputation de dépravé. Autant Angus est le vieux, sérieux, tacticien, et Criston était le vrai leader charismatique de la maison. Criston avait 2 filles. Une légitime, Myra, et une autre illégitime, Rina Storm, une bâtarde. Néanmoins, bien qu'elles soient demi-sœurs, Myra et Rina se ressemblaient beaucoup et aimaient échanger leurs vêtements pour échanger un peu leur rôle. Myra se faisant passer pour Rina, la bâtarde, et Rina, la bâtarde, se faisant passer pour Myra, la fille illégitime. Malheureusement, pendant la saison 1 de notre campagne, lors de ce fameux tournoi écarlate où Terag, l'oncle de Rogan, Darlene et Ashley, a fait son coup d'état, Criston Wild était présent avec ses filles. Et Criston Wild a été tué pendant le coup d'état de Terag. Ainsi que sa fille Myra. Rogan a donc fui avec Rina et une autre jeune bâtarde d'une autre maison que je reviendrai un peu après sur elle. Et Rogan a donc pris Rina avec lui et
il a décidé un petit stratagème farfelu. Étant donné que les deux demi-sœurs étaient très proches physiquement, au point que elles arrivaient à des fois se faire passer l'une pour l'autre, Rogan a eu l'idée d'aller à Castelpluy, la demeure ancestrale des Wild, pour faire passer Rina pour Mira. Attention, est-ce que vous avez... Là, il va falloir suivre. Donc, des deux filles de Kristen Wild, seule la bâtarde Rina a survécu. La fille légitime Mira est décédée malheureusement pendant le coup d'état Stormstag. Et Rogan a donc décidé de faire passer la bâtarde pour la fille légitime. Et le stratagème a réussi à fonctionner. En effet, les deux oncles, Angus et Denise, n'ayant pas vu depuis longtemps les deux jeunes filles, il était assez facile de faire passer Rina pour Mira. La seule personne qui aurait pu découvrir le stratagème était une femme de chambre que Rogan a pu identifier et qui a mystérieusement glissé sur des cailloux alors qu'elle allait au bord de la plage récupérer des moules sur les rochers. Bon, des accidents, ça arrive toujours à la pêche aux moules. Néanmoins, Rogan a réussi son petit tour de force. Et donc 10 ans sont passés et Rina est donc... elle est où Rina? Elle est là. Est donc devenue une belle jeune femme qui se fait donc passer pour Mira Wide. D'ailleurs, il faut que je change... Donc, sur ce, une fois qu'il a fait ça, Rogan... ouais, le souci, c'est que, certes... tout le monde croyait que c'était bien et bien Mira Wade, donc la fille légitime de Kristen Wade, donc le seigneur de la maison Wade. Sauf que ses deux oncles, Angus et Denise, ne l'ont pas vu de cette oreille-là, et depuis 10 ans se disputent le pouvoir. D'ailleurs, on va retourner vite fait sur la carte de Bois-la-Pluie. En effet, donc les terres Wade au nord de Bois-la-Pluie, avec Castelpluy un chef-lieu, est donc pris depuis 10 ans dans une sorte de guerre civile entre, d'un côté, Angus, qui a monté son camp dans le village sud de l'Etherwild, et Denise, qui maîtrise la flotte. Alors, Angus, lui, possède toutes les forces armées dans la cavalerie des Wild, et Denise possède donc la flotte Wild. Et les deux frères se font la guerre et il arrive que régulièrement Castelpluy passe d'une main à une autre sans que jamais les deux frères arrivent à prendre le pas l'un sur l'autre. Pour l'instant, le seigneur Baratheon n'est pas intervenu dans cette guerre civile chez les White, cette guerre fraternelle, car en fait ça l'arrange un petit peu. Les White ont toujours été une famille assez puissante au niveau militaire et qui peuvent prétendre à rivaliser des fois avec les Baratheons sur les océans. Donc le fait qu'il y ait une guerre fraternelle, qu'ils épuisent leurs forces communes, Angus et Denise, arrange un peu les Baratheons pour le moment. Néanmoins, Rogan, dans sa grande petite filouterie, en plus de faire passer donc la bâtarde pour la fille officielle, a réussi à lui faire obtenir le titre de dame de Castelpluy. Elle a été écartée de la succession officielle, étant donné que c'est une fille, pour juste être régente de la citadelle. Et Rogan en profite. Et il est temps de parler de Louisa. Donc, Louisa est une bâtarde aussi, mais qui appartient à la maison Boulin. Pour l'instant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, c'est une jeune fille que Rogan a pris sous son aile. Voilà. Pour l'instant, je vais vous garder un peu de suspense sur la maison Boulin. Voilà un peu la situation pour nos trois personnages au niveau de leur maison respective. Donc hop, je retourne sur la carte de bois à la pluie. Donc nous partons. J'essaie de résumer rapidement. Nous avons donc 3 joueurs qui sont ici. Hop, qui appartenaient à la maison Stormstag. Jusqu'à ce qu'il y ait 10 ans, leur oncle bâtard ait décidé de faire un coup d'état, de tuer leur père
et de prendre la tête de la maison Stormstag. Un allié, est encadré en rouge, sur la carte, avec pour alliés les familles Ironborn, Kellington et Boulin, qui ont aidé donc Terag Stormstag à faire son coup d'état. Nos trois héros ont donc été dispatchés, ont trouvé refuge chacun de leur côté dans leur maison alliée au niveau conjugal. Donc Arlène, hop, chez les Mertines, il a épousé Aurore. Aisling chez les Hearthstone, où elle a épousé Preston, Hearthstone. Et Rogan qui a donc trouvé refuge chez les Wild, avec a réussi son petit subterfuge de faire passer la bâtard Wild pour la fille légitime Wild. 10 ans se sont donc écoulés. Et c'est là où nous avons commencé à jouer. Rogan et Arlène ont décidé de se rendre chez leur sœur, à la maison Hearthstone, pour s'entretenir tous les trois ensemble et commencer à réfléchir qu'il est peut-être temps pour eux, après 10 ans, de revendiquer leur foyer et de l'arracher aux mains de leur oncle bâtard. Ils ont commencé à réfléchir à comment s'y prendre et à faire un peu le point sur les alliés potentiels qu'ils avaient. Donc, tout comme j'ai encadré en rouge les différentes maisons rattachées à Terag Stormstag, donc l'oncle bâtard, donc, comme je vous l'ai dit, il y a les Ironborn, les Kellington et les Boulin. De leur côté, Arlène, Aisling et Rogan peuvent compter forcément sur le soutien des maisons avec qui ils ont des liens grâce au mariage. Les Hearthstone, les Mertines et au nord donc les Wild, même s'il y a la guerre fraternelle entre Dennis et Angus. Et nos joueurs, pour cette saison 2, ont entrepris un grand voyage afin de faire le tour des différentes maisons de bois à la pluie et de commencer à créer des alliances et d'essayer de faire en sorte de rallier à leur cause le plus de seigneurs possible afin de revendiquer le siège de la maison Stormstag et sûrement d'amener tout cela vers une guerre civile à travers bois à la pluie. Ils ont beaucoup de travail, donc ils comptent rendre visite à toutes les familles. Donc nous avons les Morrigan, les Connington, les Rogers, les Estremont, les Gower et les Tutbury. Et c'est par cette première maison, les Tutbury, que nos trois héros ont décidé de commencer leur périple et leur travail de prospection. C'est donc quand vous allez avoir l'occasion de découvrir nos vidéos parties que nous allons retrouver Arlène, Aisling et Rogan à la maison, au sein de la maison de Tutbury, dans la forteresse de Durecaille, où ils vont découvrir une situation particulière. Voici Durecaille, siège de la maison Tutbury, qui a pour emblème la tortue. Et ce qu'ils ont découvert une fois arrivés sur place, la situation actuelle, c'est que les seigneurs Tutbury, donc leur nom, excuse-moi, je vais retrouver ça vite fait. Hop, ils sont où les Tutbury? Hop, alors, voilà, c'est Lord Barris et Lady Malwen Tutbury sont décédés il y a 2 ans, en 218. Le seigneur de la maison Tutbury trouva la mort avec sa femme, alors que leur navire de plaisance, l'Espadon Sublime, sombra au large des côtes, bien qu'aucune tempête ne faisait rugir la mer. Seul rescapé, leur fils Robin, 7 ans, qui fut retrouvé échoué sur une plage non loin de Durecaille. Certains murmurent que l'enfant se serait agrippé à une tortue de mer qui l'aurait sauvé. La tortue étant l'emblème de la famille. Et donc la situation est que ce petit Robin, Tutbury, 7 ans, se retrouve orphelin. Et n'étant pas en âge de régner par lui-même sur la maison, il est sous la tutelle de Sir Alcide Goodwook, un homme d'une certaine trempe, que savent mes joueurs,
Dans ses jeunes années, Sir Alcide fut le chevalier champion de la maison Tutbury pendant de longues années, remportant maintes tournois et maintes mêlées pour le compte de ses seigneurs. Et bien que les années commencent à faire sentir leur poids sur ses épaules, il garde encore un très bon crochet de la gauche. Il a toujours veillé à la sécurité des seigneurs de la maison Tutbury depuis qu'il a été adoubé chevalier et a toujours été un loyal serviteur et un conseiller avisé. Barry Tutbury lui faisait une confiance aveugle et toutes ses décisions étaient prises en fonction du sage avis d'Alcide. C'est donc tout naturellement qu'il prit en charge la tutelle de Robin suite à la perte de ses parents, qu'il considère vraiment comme son propre petit-fils, ayant lui-même perdu son propre fils. Il a une mentalité assez conservatrice et très vieux jeu. Il a tendance à privilégier une approche militaire à la fois défensive mais offensive quand il le faut. Tout le monde redoute son célèbre crochet du gauche, il n'est pas très ouvert à des propositions diplomatiques et tient des postures protectionnistes, prétestant qu'il n'est pas de son rôle de prendre de réelles dispositions politiques et que ce rôle sera dévolu à Robin quand celui-ci sera en âge de monter sur le trône familial. En attendant, lui est juste là pour assurer la stabilité de ses terres. Donc, voilà, Sir Alcide, ce tuteur pour ce jeune Robin. Il y a un autre personnage un peu plus intriguant qui tourne autour de Robin. C'est Sir Inus Ardlow. Issu d'une petite famille noble ayant fait fortune dans le négoce maritime, louant des navires marchands à d'autres maisons de bois à la pluie dont les Airston, il a des accointances avec les cités libres de Bravos, Myr et Lys. Il a réussi à entrer au service de la maison Tutbury comme conseiller argentier, s'occupant donc des finances de la maison Tutbury. C'est un personnage opportuniste qui n'hésite pas à trouver une nouvelle façon de remplir les coffres de la maison Tutbury. Hop, petit message. Où j'ai été de remplir les coffres de la maison Tutbury, mais aussi son coffre personnel, bien entendu. N'étant pas issu d'une famille noble traditionnelle, il a cette façon de voir le monde de Westeros qui n'est pas pétri par le poids de la bienséance et des mondanités. Certains murmurent qu'il aime s'occuper personnellement des interrogatoires des ennemis de la maison Tutbury. Les mauvaises langues diront que c'est un sadique appréciant le doux son de la torture. Il tente d'avoir de plus en plus de poids dans la vie de Robin Tutbury pour interagir dans son éducation, ce qui provoque l'antipathie et la méfiance de Sir Alcide Goodhook, qui se méfie de ce requin tournant autour de son petit protégé. Voilà donc la situation qu'ont découvert Aisling, Arlen et Rogan en arrivant au Tutbury. Ils ont face à eux ce petit Robin de 7 ans qui n'est point seigneur, qui est encore trop jeune pour cela, et dont la tutelle est disputée par un conservateur qui est Alcide Goodhook et cet intrigant politique très opportuniste, Sir Inus Ardlow. Quel camp Arlen, Aisling et Rogan vont-ils choisir? Est-ce qu'ils vont aider Robin à s'émanciper de la tutelle de ces deux intrigants comploteurs? Bien cela, ça sera à découvrir durant notre campagne Trône de Fer que nous vous proposons sur la tanière des Tanuki rôlistes. Eh bien, j'espère que cette présentation assez rapide, qui aura quand même duré un peu moins d'une heure, vous aura permis d'y voir plus clair et vous permettra donc d'apprécier les suites des aventures d'Arlen, Aisling et Rogan. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour les aventures 3 Roukemouth préférés.